Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. L'exécutif monte au front d'abord sur l'emploi. En déplacement à Roanne et Saint-Étienne, François Hollande réagit au plan social d'Alcatel-Lucent, assurant qu'il faudra le réduire alors que l'équipementier télécom prévoit de supprimer 900 postes en France. Autre domaine, l'insécurité, et c'est Manuel Valls qui entame sa tournée d'abord à Forbach, ville de Moselle, convoitée par le Front National. Images et analyses dans ce journal. Et puis trop c'est trop, le patronat exprime son ras-le-bol. Réunis en meeting à Lyon, le MEDEF et la CGPME dénoncent en chœur la pression fiscale qui pèse sur la compétitivité des entreprises. Et malgré la marche arrière du gouvernement autour de la taxe sur l'excédent brut d'exploitation, le mécontentement ne faiblit pas. François Fillon déterre la hache de guerre alors que Nicolas Sarkozy vient de bénéficier d'un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Son ancien Premier ministre l'attaque frontalement dans les colonnes de Valeurs Actuelles, affirmant qu'il est le mieux placé pour l'emporter en 2017. Les détails dans ce journal. Et puis après avoir animé l'été politique lors d'une guerre intestine Valls-Taubira, le projet de réforme pénale déjà reporté à plusieurs reprises sera finalement présenté demain au Conseil des ministres et examiné le 8 avril au Parlement. On parle de la forme et du fond de cette réforme avec de nombreux invités pour le grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. François Hollande reprend donc son bâton de pèlerin pour parler emploi sur le terrain. En déplacement à Roanne puis à Saint-Étienne, le président de la République a réaffirmé sa volonté d'inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Son déplacement sur l'emploi intervient le jour où Alcatel-Lucent confirme un plan social prévoyant la suppression de 900 postes en France. Il faudra le réduire, affirme le président. Arnaud Montebourg juge aussi ce plan excessif. On l'écoute. Nous avons reçu le président d'Alcatel. Nous lui avons dit que la première des choses était que le plan social qui fait payer à la France de façon excessive le tribut, la cotisation à la restructuration mondiale d'Alcatel est excessif. Nous lui avons demandé de prendre les voies d'un dialogue social exemplaire avec les organisations syndicales représentatives pour réduire le plan social au mieux possible du compromis à imaginer entre les intérêts de la survie de l'entreprise et les intérêts de la France. Et on reviendra sur le plan social d'Alcatel-Lucent et sur les marges de manœuvre du gouvernement sur ce dossier avec Jean-Louis Gombault tout à l'heure. Mais d'abord, dans l'actualité, Manuel Valls récuse le terme de tournée anti-Front National et préfère parler d'un déplacement pour lutter contre le sentiment d'abandon. Mais sa venue à Forbach, ville convoitée par le FN, souligne bien la volonté du ministre de l'Intérieur de partir à la reconquête d'un électorat installé dans la défiance vis-à-vis du gouvernement. On voit tout cela avec Camilla Campuzano. Petite balade au marché, quelques poignées de main, Manuel Valls s'invite à Forbach en Moselle, première étape d'un tour de France. Le rôle d'un ministre de l'Intérieur, le rôle de l'État, des forces de l'ordre, c'est de s'attaquer à la délinquance, à l'insécurité, au cambriolage, à la violence, aux incivilités, bref, à ce qui gêne, pourrit la vie des gens, et notamment dans des territoires où il y a beaucoup de gens modestes qui souffrent déjà de la crise. Derrière le discours officiel, une visite stratégique selon le Front National. Forbach, c'est le terrain de Florian Philippot. C'est ici que le numéro 2 du FN se présente au municipal. Il fait même une tournée, j'ai cru comprendre, anti-FN électorale sur les fonds du ministère de l'Intérieur, au passage, pour soutenir un parti socialiste en mode panique, en plein affolement, parce qu'il voit la dégringolade et il voit la dynamique très très forte sur le terrain, notamment à Forbach, du Front National, du Rassemblement Bleu Marine et de ma candidature. Une tournée anti-FN, l'entourage du ministre de l'Intérieur dément. Mais au Sénat, du côté de l'UMP, le parallèle avec les résultats du parti d'extrême droite à Brignoles est vite établi.
Il y a déjà comme une forme d'affolement. Enfin, une petite élection cantonale à Brignoles mobilise le gouvernement, le Premier ministre en tête et un peloton de ministres va aller maintenant à la rencontre des populations pour dire mais non, rendormez-vous, bonnes gens, tout ça n'existe pas. Je pense que d'abord c'est une politique à courte vue et deuxièmement, encore une fois, ce n'est pas de communication dont les Français ont besoin, ils ont besoin de résultats. Des critiques qui ne freinent pas Manuel Valls. Fort de son bon score dans les sondages d'opinion, il compte se rendre à Calais notamment pour parler cette fois immigration. La commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac vole en éclats. Ses membres UMP ont annoncé qu'ils rejetaient en bloc les conclusions du rapport final selon lesquelles il n'y a pas eu de dysfonctionnement majeur de l'État, comme le souligne le rapporteur socialiste de la commission. Les détails avec Faustine Saint-Geniès. Controversé, décrié mais finalement adopté. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac a été validé ce soir dans un contexte de fronde. Boycott des membres de l'UMP qui dénoncent une mascarade, rejet de 2 députés UDI, sans oublier une abstention chez les Verts. Après 6 mois d'enquête, il conclut qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement majeur de l'État, contre l'avis du président centriste. La faute de Jérôme Cahuzac n'a pas été correctement traitée et qu'il y a eu des dysfonctionnements dans l'appareil gouvernemental. Le député socialiste Alain Claes se réjouit, lui, du bon fonctionnement de la justice dans cette enquête. La justice a travaillé sans entrave et sans retard. Par rapport à d'autres périodes et d'autres dossiers, je considère que c'est une bonne nouvelle. Le 4 décembre 2012, le site Mediapart révélait l'existence d'un compte bancaire caché à l'étranger appartenant à Jérôme Cahuzac. Alors ministre délégué en charge du budget, il a démissionné le 19 mars avant d'avouer détenir un compte non déclaré. Trop, c'est trop. Le patronat exprime son ras-le-bol. Réunis en meeting à Lyon, le MEDEF et la CGPME dénoncent en chœur la pression fiscale qui pèse sur la compétitivité des entreprises. Et malgré la marche arrière du gouvernement autour de la taxe sur l'excédent brut d'exploitation, eh bien le mécontentement ne faiblit pas. On voit tout cela avec Florent Gando. S'agit-il d'une réforme fiscale ou d'une exaspération passagère des patrons? C'est ensemble que le MEDEF et la CGPME, réunis ce soir à Lyon, ont adressé un carton jaune à François Hollande. Alors que le président de la République multiplie les déplacements en province pour parler emploi, la colère, elle, ne faiblit pas. Malgré le retrait par le gouvernement de la taxe sur l'excédent brut d'exploitation, le fameux EBE, le patronat tente de se mobiliser pour mieux se faire entendre. Chez les chefs d'entreprise, il n'y a pas que de la souffrance, il y a une exacerbation et parfois de la colère. C'est un signe qu'il ne faut pas négliger. Pour la première fois depuis la loi sur les 35 heures, MEDEF et CGPME, sur fond de ras-le-bol fiscal, font meeting commun. Même si tout le monde n'est pas d'accord sur la méthode à suivre, près de 3000 chefs d'entreprise ont répondu présent. Certains versent dans la radicalité en menaçant de faire la grève de l'impôt, d'autres préfèrent des négociations et cultivent l'art du compromis. Et pour le décryptage, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. Alors, mécontentement des patrons, on l'a compris, mais quelles sont leurs revendications? C'est difficile à cerner parce qu'on peut parler de ras-le-bol général, ras-le-bol complet. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette reculade sur les questions fiscales qui ont eu lieu hier, dont nous avions parlé ici hier, ce fameux impôt sur le résultat brut d'exploitation ne concernait que 8000 entreprises. Le recul fait qu'on va augmenter l'impôt sur les sociétés, mais ça ne concernera que 600 entreprises. Donc c'était de toute façon assez mineur par rapport aux 2 500 000 entreprises en France qui en ont effectivement ras-le-bol. Ras-le-bol de quoi? Ras-le-bol fiscal, cela vient d'être dit. Nous payons 320 milliards d'euros chaque année de fiscalité et de charges sociales. On vient de les augmenter en 3 ans de 33 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, 10% de plus en 3 ans, c'est pas supportable. Mais c'est pas simplement un ras-le-bol fiscal, c'est également un ras-le-bol administratif. Par exemple, la CGPME nous dit chaque 15 jours, on augmente le code du travail d'une page. Autrement dit, en 5 ans, 150 pages supplémentaires du code du travail. On n'arrive plus à s'y retrouver. Quand on est né dans le guidon, on ne sait plus absolument où on en est. Alors le gouvernement dit, mais écoutez,
je fais des efforts. Regardez, l'année prochaine, vous paierez 10 milliards d'euros d'impôts en moins, malgré la hausse de l'impôt sur les sociétés qui ne concerne donc que 600 entreprises. J'essaie d'alléger un peu partout le choc administratif que j'ai préconisé. Donnez-moi encore 2 ans, je vais pouvoir y arriver. Que disent les entreprises? Mais 2 ans, non. Nous, on n'a pas le temps devant nous. Vous avez un mandat, nous, on a la concurrence. On n'a pas le temps d'attendre. Il y en a marre. Il y en a marre de quoi? Eh bien, il y en a marre de tout. Oui, ils veulent le changement maintenant. Ouais, Alors, l'autre on peut dire ça actualité, comme ça. Jean-Luc Gombault, c'est le gouvernement qui veut montrer son volontarisme sur le dossier Alcatel-Lucent, jugeant le plan social du groupe excessif. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire, le gouvernement? Ben, pas pour ses grand-chose salariés en réalité, et je crois qu'il en a à peu près conscience. Il faut bien voir que les cartes du monde ont complètement changé. Alcatel-Lucent, d'abord, il faut dire que c'est un fleuron de l'économie française. C'est pas un canard boiteux. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un véritable fleuron. Et c'est ça, je veux dire, l'angoisse qu'on a. Parce que ce serait un canard boiteux, on dirait, bon, ben, il boite, il boite. Non, non, là, on a affaire à un fleuron. Quand il y avait en France, France Télécom tout seul, achetait tous ses équipements à Alcatel. Ça fonctionnait, Alcatel développait cette technologie et ça marchait bien. Puis on a ouvert les frontières et c'est là où le gouvernement ne peut pas faire en fin de compte grand-chose. On a ouvert les frontières et les nouveaux opérateurs qui s'appellent Free, qui s'appellent Bouygues, qui s'appellent SFR et puis qui s'appellent aussi Orange, ils vont chercher le moins cher. Et le moins cher, le problème c'est compte tenu de tout ce qu'on vient de dire à l'instant sur les charges diverses et variées que subissent ces entreprises, eh bien c'est pas Alcatel. C'est soit un Américain, soit de plus en plus un Chinois qui se fait absolument doubler. Alors à partir de là, évidemment, qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Eh bien, il est en train de se rendre compte qu'il ne peut pas faire grand-chose. Le discours qu'on vient d'entendre de M. Montebourg ou qu'on a entendu cet après-midi de M. Hollande n'a strictement rien à voir avec ce qui se disait sur PSA Aulnay ou sur Mittal Florange. On a une véritable évolution. On essaie de négocier un modus vivendi avec Alcatel-Lucent, mais c'est évidemment extrêmement difficile. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault pour votre analyse. La suite du 22h et au lendemain de la mort de Patrice Chéreau, les hommages et les réactions se multiplient en France pour saluer l'artiste complet et le metteur en scène de génie, mais aussi partout en Europe. On en parle avec Caroline Deschamps. Et c'est la chronique Net d'Info. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors il y a eu énormément de réactions à la suite de la mort de Patrice Chéreau, des communiqués, des prises de parole et de nombreuses réactions sur le web également. Une ovation, rarement le décès d'un artiste aura suscité autant d'émotions et d'hommages sur les réseaux sociaux. Patrice Chéreau a été aujourd'hui l'un des sujets les plus discutés sur Twitter avec des messages dans toutes les langues et venant de toute l'Europe. Alors en toute logique, c'est le monde de la culture qui a été le plus prompt à réagir. Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes, tweet sa tristesse et son respect pour, je cite, l'immense metteur en scène de théâtre, opéra, cinéma, inventeur de formes. Il n'oublie pas les films de Patrice Chéreau, La chair de l'orchidée, L'homme blessé, La reine Margot, ceux qui même prendront le train. Patrice aurait adoré avoir la palme. Dommage, écrit-il. L'actrice Clotilde Courreau, elle ne veut pas y croire. Elle écrit « Ce n'est pas possible. Patrice Chéreau nous a quittés, mais ce n'est pas vrai. Délire, cauchemar, enfer. » Alors, sur les réseaux, Sonia, chacun y va de son souvenir. L'auteur à succès, Tatiana Deronay, tweet, elle, une jolie photo qu'on voit là sur ces images de Chéreau et Adjani à Cannes pour la reine Margot. Et alors, plus étonnant, Michael Youn, lui aussi, rend hommage à Chéreau. Je cite, « Nous perdons un immense artiste, libre, incontestable. Il nous manque déjà. Heureusement, Coltès va l'accueillir. » Comprenez bien sûr Bernard-Marie Coltès, le dramaturge et complice de Chéreau, Sonia, mort en 1989. Et il y a bien sûr aussi les hommages rendus par les politiques. Oui, à commencer par Roselyne Bachelot, ex-politique, reconvertie chroniqueuse, qui a immédiatement tweeté, je cite, sa tristesse et son émotion. Elle évoque la beauté de la mise en scène d'Electra cet été à Aix. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, salue, lui, l'homme de théâtre, l'artiste sensible, hypersensible. Mais c'est surtout le tweet d'une autre ministre qui a déclenché un véritable tollé sur la toile. Michel Delaunay, qui est en charge des personnes âgées, qui est aussi une tweeteuse invétérée. On a déjà parlé d'elle ici. Elle écrit, je cite, « Mort de Patrice Chéreau d'un cancer du poumon. N'est-ce pas la cigarette qu'il faudrait vendre en pharmacie et fermer dans le coffre à toxiques ?» Alors Michel Delaunay fait ici référence au débat qu'il y a en ce moment
moment sur la cigarette électronique. Et alors évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre, c'est pas très politiquement correct. Loïc Baudin dénonce, je cite, une récupération indigne. Denis Quinton écrit lui aussi cordialement que la politesse l'impose, votre tweet est parfaitement déplacé. Alors devant l'avalanche des critiques, la ministre s'est justifiée, elle explique, elle a essayé, elle explique qu'elle tweet en tant que médecin. Alors il faut dire qu'elle est cancérologue de formation, mais rien n'y a fait. Alors certains y verront de la maladresse, une bourde, un fail comme on dit sur le web. Rappelons que Jean-Marc Ayrault verrouille la com de ses ministres. Il avait même appelé dès 2012 à faire preuve de modération sur Twitter. Visiblement c'est un vœu pieux. Alors ceux qui aiment Patrice Chéreau oublieront vite ce tweet fumeux et se référeront plutôt aux mots du journaliste Vincent Josse sur son blog. La scène se vide et nous sommes orphelins. C'est ce que nous retiendrons. Merci beaucoup Caroline Deschamps et je vous dis à mardi prochain, bien sûr, pour votre chronique Net d'Info. Dans l'actualité à présent, de nouvelles déclarations choc de François Fillon après ses propos dans le journal du dimanche où il affirmait être en compétition avec Nicolas Sarkozy. L'ancien Premier ministre se confie dans Valeurs Actuelles à paraître ce jeudi, affirmant qu'il est mieux placé que l'ex-président pour l'emporter en 2017. Si je ne le pensais pas, je ne serais pas candidat, dit-il. François Fillon affirme aussi qu'il a décidé de se présenter le soir de la défaite de Nicolas Sarkozy. L'ensemble de ces propos ont été rapportés, je le précise, après une série de rencontres avec les responsables du journal. La suite du 22h dans un instant, c'est le débat du mardi soir autour d'une réforme sensible. Le projet de réforme pénale porté par la garde des Sceaux Christiane Taubira. Il sera examiné demain en Conseil des ministres. On en parle juste après le tour de l'info de Faustine Saint-Geniès. A tout de suite. Après Lampedusa, l'Europe appelée à revoir sa politique d'accueil. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis à Luxembourg aujourd'hui. Objectif, trouver une solution après la tragédie de Lampedusa sans remettre en cause leur politique en matière d'asile. Le président de la Commission, José Manuel Barroso, se rendra demain sur l'île italienne où plus de 200 migrants ont péri jeudi dernier. Le Parlement européen sauve le commerce de la cigarette électronique. Les députés ont tranché, elle ne sera pas considérée comme un médicament et pourra continuer à être vendue dans les boutiques spécialisées ou chez les buralistes. Une victoire pour ses défenseurs. Ça aurait tout simplement tué le produit, renvoyé les vapoteurs vers le tabac. Et justement, la décision de Bruxelles étant à chaque fois de vouloir lutter contre le tabagisme a été la bonne. En revanche, le Parlement a renforcé la législation anti-tabac, avec notamment l'interdiction progressive des cigarettes aromatisées. Le prix Nobel de physique décerné au père du boson de Higgs, le Britannique Peter Higgs et le Belge François Englert. Les deux hommes sont récompensés pour leur découverte d'une particule élémentaire, le fameux boson de Brout-Englert-Higgs, et avec elle, celle d'un mécanisme fondamental expliquant pourquoi les autres particules ont une masse. Le troisième père de ce fameux boson, Robert Brout, est décédé en 2011. 410 millions d'euros investis entre 2014 et 2017 pour moderniser et entretenir les voies. C'est ce que viennent d'annoncer la SNCF et Réseau Ferré de France, un plan d'action baptisé Vigirail, essentiellement consacré au renouvellement des aiguillages, 3 mois après la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Fin septembre, un rapport dévoilait de nombreuses anomalies, défauts d'entretien, de maintenance et même fissures dans le rail où est survenu l'accident. Les Français mauvais élèves de l'OCDE en maths et en lecture. Ils figurent parmi les plus mal notés selon une vaste enquête portant sur 24 pays. L'enquête montre également des différences de compétences entre les générations. Les mauvais résultats de la France sont ainsi dus en bonne partie aux 45-65 ans. Les plus jeunes obtiennent des scores plus proches de la moyenne. Le parquet de Bordeaux ne fera pas appel. Le non-lieu pour Nicolas Sarkozy est donc confirmé. Sarko retombe toujours sur ses pattes, ironise Plantu dans Le Monde. Il caricature Liliane Bettencourt-Sourde au point de confondre Patte et Mediapart.
Déjà reporté à plusieurs reprises, le projet de réforme pénale sera présenté demain en Conseil des ministres. Après avoir animé l'été politique lors d'une guerre intestine Valls-Taubira, le texte n'en finit plus de rencontrer des embûches sur son chemin. Contrairement à ce que souhaitait la garde des Sceaux, le projet ne sera débattu qu'après les municipales. Ce sera le 8 avril prochain au Parlement. Et dernière embûche, et pas des moindres, selon un sondage IFOP pour le Figaro, 3 Français sur 4 estiment que cette réforme ne permettra pas de lutter efficacement contre la délinquance. Pour en parler ce soir, je reçois Jean-René Le Serre. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénateur UMP du Nord-Pas-de-Calais, vice-président de la Commission des lois. Merci d'être avec nous. Avec nous également ce soir, Françoise Martre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. La traductrice Fabienne Servan-Schreiber est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Membre de l'association Les Prisons du Cœur, ensemble contre la récidive. Et avec nous également Christophe Rocancourt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre « Je plaide coupable » aux éditions L'Archipel. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été longtemps surnommé l'arnaqueur des stars, condamné pour abus de faiblesse, relaxé partiellement. Vous avez fait de la prison et vous affirmez avoir changé. Vous nous parlerez de votre expérience. Mais d'abord, messieurs, dames, d'abord sur l'aspect politique de cette réforme. Sa présentation au Conseil des ministres a été reportée plusieurs fois. Cette fois-ci, ce sera pour demain. Au Parlement, son examen est reporté aussi. Quel signe faut-il y voir, Jean-René Le Serre ? Le signe qu'il y a des élections municipales au mois de mars et que vraisemblablement on n'aime pas discuter des problèmes de politique pénale en cette période. Mais pour être plus sérieux, moi je souhaite surtout une chose, c'est que pour la première fois on sorte du manichéisme stérile que l'on a toujours eu dans les débats sur la prison et dans les débats sur la politique pénale, qui voudrait par exemple que la droite se préoccupe de construire des places de prison, que la gauche se préoccupe de faire des aménagements de peine, que la droite se préoccupe de lutter contre la récidive, que la gauche se préoccupe de faire des aménagements, alors que la meilleure façon de lutter contre la récidive, c'est de faire de la réinsertion. Et puis, il n'y a pas de clivage entre place de prison et aménagement de peine. Il faut faire les deux. Le problème, c'est un problème de curseur. Alors justement, on ne va pas faire de débat manichéen ce soir, on va rentrer dans le fond du sujet. Mais encore un mot sur la politique, Françoise Martre. La politique a pris le pas, le dessus sur le fond, sur les engagements de campagne de François Hollande. Vous auriez souhaité que cette réforme soit présentée d'abord aujourd'hui et puis qu'elle soit examinée au Parlement plus rapidement. C'est-à-dire que nous, on aurait voulu que dès l'arrivée de la gauche au pouvoir, on revienne immédiatement sur certaines dispositions des lois sécuritaires votées dans les 10 dernières années et puis que s'il fallait, on prenne le temps sur la réforme pénale, mais que surtout, on n'attende pas les municipales pour la voter et pour la discuter au Parlement. Et on voit bien que ce gouvernement hésite entre, finalement, mettre fin à une politique sécuritaire ou s'engager dans une politique qui favorise plus l'insertion ou la réinsertion des condamnés et que finalement, on est resté à mi-chemin avec des arbitrages aussi à mi-chemin et une loi qui sera dans une zone grise, selon vous ? Dans une zone grise et avec une loi qui sera votée, dont on espère qu'elle ne va pas venir perturber les élections municipales, alors qu'en réalité, chaque fait divers, on voit bien qu'on reproche à la gauche son laxisme, alors que la gauche applique toujours les mêmes lois et que rien n'a changé depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Je voulais vous faire réagir tous à ce sondage de l'IFOP pour le Figaro. Ce n'est qu'un sondage, mais quand même, 75% des Français jugent cette réforme inefficace pour lutter contre la délinquance. C'est une vraie défiance vis-à-vis de ce texte. 75% des Français. Quel signe y voyez-vous, Fabienne Servan-Schreiber ? Est-ce que les Français connaissent vraiment les textes ? Voilà, en général, ils connaissent les petites phrases que la presse ressort et la superficie des choses. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut juger la situation. Jean-René Le Serre. Entièrement d'accord. Si on expliquait effectivement aux Français, si on prenait le temps, et nous autres politiques, nous sommes certainement très responsables, on prenait le temps d'expliquer l'intérêt, par exemple, de la libération conditionnelle, on prenait le temps d'expliquer que l'aménagement de peine, c'est pas un cadeau qui est fait à la personne détenue, mais que c'est au contraire quelquefois beaucoup plus difficile, mais que ça permet de se réinsérer, eh bien je crois que l'opinion des Français, elle changerait immédiatement. Ce n'est pas être laxiste que défendre les aménagements de peine, ce n'est pas être laxiste que de dire qu'il n'y a pas une seule politique qui consisterait à construire des places de prison. Alors les téléspectateurs ont sûrement retenu que dans votre camp, vous êtes vraiment le plus mesuré sur cette réforme. Oui, j'ai quand même été responsable national de mon parti pendant très longtemps, ce qui prouve que je ne dois pas être le seul quand même. Oui, mais c'est rare quand même. Christophe Rocancourt, quand même sur ce sondage, le contexte politique avec la montée des extrêmes, le contexte économique et social, de crise et de chômage rend difficile apparemment l'acceptation d'une telle réforme. Pour certains, eh bien, elle est considérée comme laxiste. Oui, mais moi je pense que les Français ont une mauvaise connaissance de la prison en général, du milieu carcéral. Je pense qu'ils n'ont pas réellement de notion de ce que c'est que d'être en prison. Je pense que moi je suis pour effectivement
sur Taubira, parce que je pense que c'est pas en envoyant les gens en prison que ça rend meilleur et surtout qu'on améliore la condition humaine. Alors justement, oui. Je pense que c'est pour ça que nous, avec l'Association des prisons du cœur, on a demandé à tous les députés de se prononcer et nous avons eu la majorité des voix des députés pour faire un nouvel article de loi qui autoriserait les journalistes à rentrer dans les prisons avec les parlementaires qui, comme vous le savez, ont le droit de rentrer. Enfin, comme vous le dites. En principe, ça devrait passer dans le calendrier législatif qui évidemment a pris du retard, mais nous avons la parole. Et quel est l'objectif expliqué alors de votre démarche? Pourquoi? Mais c'est justement de faire connaître l'intérieur des prisons, à la fois les conditions réelles des prisonniers, à la fois les excès et les choses qui ne devraient pas y exister, et de familiariser le public avec la condition pénitentiaire et leur faire comprendre que la lutte contre la récidive est la chose la plus importante. Oui, on écoute ce que vous dites, mais le sentiment d'insécurité va grandissant dans le pays et pour beaucoup de gens, l'incarcération, l'enfermement doit être l'unique réponse pénale, ou presque, en France. Oui, parce que c'est beaucoup plus simple de dire qu'à chaque fait divers, il faut envoyer les gens en prison. Les gens n'ont que cette image-là. Dans leur imaginaire, quelqu'un qui faute, il faut qu'il soit puni. Et la punition, c'est la prison. Il faut donc arrêter, je rejoins Monsieur Le Serre, il faut arrêter d'opposer les tenants d'une Monsieur Le Serre qui est aussi porteur d'une politique du précédent quinquennat, malgré tout. Tout à fait, qui était à l'opposé de celle-ci. Non, mais qui parfois a été caricaturé. Parce que dans le précédent quinquennat, il y a aussi, effectivement, la création du contrôleur général des lieux de privation de liberté et le choix de Jean-Marie Delarue par le président Sarkozy. C'est pas tout ce qu'on a retenu. Et il y a aussi la loi pénitentiaire, qui est vraiment un texte humaniste s'il en est, beaucoup plus important à ce jour que ce texte qui se prépare. Mais il y a aussi le système canadien qui fonctionne très bien, la réparation, justement, sur l'individu, entre la personne qui a commis le délit et celle qui l'a subi. Et ça fonctionne. La justice restaurative. Oui, elle fonctionne très bien au Canada. Je crois qu'il faut prendre le temps d'expliquer effectivement aux gens que les politiques qui ont conduit à toujours prononcer plus de peines d'emprisonnement ont été un échec parce qu'aujourd'hui, concrètement, les prisons sont pleines à craquer et la délinquance n'a pas baissé, le taux de récidive augmente. Donc il faut faire quelque chose. Peut-être que monsieur nous expliquera quelle est la situation de quelqu'un qui est en prison et qui doit sortir de prison. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens qui sont en prison ne récidivent pas? Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser leur réinsertion? C'est toute la question de cette loi sur la récidive. Une question sur la perception des Français. Fabienne Servan-Schreiber, vous, à travers votre association, vous rencontrez, j'imagine, parfois la défiance des gens vis-à-vis des projets que vous développez, des prisons sans barreaux. Est-ce que c'est de plus en plus dur aujourd'hui d'essayer de changer le visage des prisons françaises? Écoutez, on peut parler de la défiance des gens, on peut aussi parler de tous les soutiens que nous avons, en dehors d'immenses personnalités qui vont de Yannick... Bon, tout à fait. Attendez, par exemple, mais il y a un contexte. Nous, alors, je vais vous expliquer. Nous, aux prisons du cœur et Ensemble contre la récidive, on a convaincu un certain nombre de grands patrons de nous aider à financer un travail de formation dans les prisons. Bon, en principe, les grands patrons, ils s'occupent de quoi? De faire de leur marge et de leur profit. S'ils ont compris que le premier jour de condamnation devait être le premier jour de réinsertion, ça veut dire que c'est utile pour la société. Et si on veut avoir moins de victimes, il faut avoir moins de récidives. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience très importante. Et un débat comme celui-ci, au lieu d'essayer de nous monter les uns contre les autres, on a tous envie d'expliquer vous dites que les journalistes doivent rentrer dans les prisons, les journalistes doivent aussi traduire le sentiment à travers les sondages. Il y a un vrai sentiment d'insécurité, pardonnez-moi de le traduire également, pour faire ressortir le meilleur de vous-même sur ce que vous avez à me dire. Jean-René Lessard, si j'ai bien compris, en fait, le projet de réforme de Madame Taubira, il va résoudre tous les problèmes. Certainement pas. Ce projet de réforme est un projet qui a été écrit à 4 mains, ça se voit de manière à peu près évidente. Il a écrit par les 2 mains de Christiane Taubira et les 2 mains de Manuel Valls. Vous avez effectivement dans ce texte des aspects qui sont des aspects humanistes, vous avez aussi des aspects sécuritaires, qui par exemple sont en retrait par rapport à la loi pénitentiaire. Je ne critique pas nécessairement. Lesquels alors précisément? Par exemple le fait, si vous voulez, que l'aménagement de peine qui pouvait être décidé ab initio jusqu'à 2 années de condamnation, aujourd'hui ne pourra plus être décidé si on dépasse 1 année de condamnation et 6 mois pour les récidivistes. Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien. Je dis que ce projet est un projet qui est donc très équilibré entre la tendance sécuritaire d'une part et puis d'autre part la tendance, disons, plus humaniste. Ce que je regrette, c'est qu'une fois de plus, on n'ouvre pas d'autres dossiers qui sont des dossiers essentiels, comme par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas se préoccuper un jour de faire sortir de la prison les 10% au moins de personnes
qui sont totalement des malades mentaux à 100%, qui n'ont pas leur place du tout pour qui la peine n'a aucun sens, qui n'ont donc absolument pas leur place. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir au fait qu'il y a peut-être d'autres solutions que la prison pour certaines catégories de personnes? Vous avez des gens que la prison casse totalement. Par manque de courage politique, par manque de moyens, d'imagination. Je pense que sur le problème carcéral, il faut que l'on sorte des cadres. On a essayé par exemple, vous parliez tout à l'heure des prisons sans barreaux. Je ferai observer au passage que Casabianda, qui est la seule prison ouverte en France, est certainement la prison dont on récidive le moins. Simplement, la loi pénitentiaire avait demandé et je pense que lorsque le législateur demande quelque chose, ça devrait être respecté, qu'il y ait effectivement des statistiques de récidive par aménagement, par établissement pour peine, de façon à ce que l'on sache les incidences sur la récidive et la réinsertion des conditions de détention. On attend toujours que le décret soit pris aujourd'hui, plusieurs années après la loi. Alors je vais vous laisser la parole juste, Françoise Martre, sur ces deux jambes finalement du projet de loi, à la fois humanisme et à la fois fermeté. Ça vous convient? Ah ben ça ne nous convient pas du tout parce que effectivement il fallait changer de politique. Pour nous on ne peut pas rester au milieu du gué parce que le fait de revenir sur la loi pénitentiaire de 2009 et d'empêcher tout réaménagement de peine pour les récidivistes lorsqu'ils sont condamnés à plus de 6 mois d'emprisonnement, pour nous est catastrophique et contre l'esprit de la réforme qui est de dire justement faisons profiter, on a l'impression que c'est un cadeau, c'est pas le cas, c'est-à-dire mettons le paquet au niveau de la réinsertion et du suivi et des obligations des condamnés sur ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui en ont le plus besoin, ce sont les récidivistes qui aujourd'hui échappent à la plupart de ces aménagements. Donc ça, pour nous, c'est vraiment signé, c'est contre-productif dans cette loi, ce qui nous fait dire aussi qu'on est resté au milieu du gué, qu'on n'a pas franchement choisi et que peut-être pour les Français, ça aurait été plus clair de choisir un bon coup plutôt que de brouiller le message comme ça. On va entendre maintenant la parole de ceux qui ont subi, oui c'est le mot, la prison et ceux qui ont connu cette expérience. Mais d'abord, Christophe Roconcon, on va regarder ensemble ce reportage de notre journaliste Cécile Sixou. C'est une série en fait de témoignages recueillis à la fois au centre de semi-liberté de Melun et puis dans une association de réinsertion à Paris à la rencontre d'anciens détenus. Regardez. Justine et Claude, 2 parcours de détention. Après 15 mois de prison, Claude vit désormais dans le centre de semi-liberté de Melun. Tous les jours après son travail, il rentre dans sa cellule. Ici, c'est une autre forme de détention. On part travailler le matin. J'ai certains horaires à respecter pour entrer l'après-midi. Justine, elle, a fait 2 mois et demi de détention à Fleury-Mérogis. À sa sortie de prison il y a 1 mois, elle a frappé à la porte de cette association et rencontré Sylvie. Cette bénévole l'aide pour toutes ses démarches. Aujourd'hui, à l'autre bout du fil, une promesse de logement. Elle vous a dit que du coup nous allions l'accueillir chez nous? Oui, elle est très très contente. Logement, transport, travail. Après l'incarcération, souvent l'exclusion. Pour Sylvie et ses collègues, l'enfermement n'est pas toujours la meilleure solution. Certaines personnes qui sont allées en prison, et on se dit, bon, on aurait sûrement pu faire autrement. Qu'ils soient sanctionnés, certes, hein, mais la prison, c'est parfois un peu violent, et puis, bon, ça coûte de l'argent, c'est pas toujours la bonne idée. À Melun, même constat pour Jean-Luc Aubin, le directeur. Ces cellules dites nouveaux arrivants permettent aux petits délinquants de ne pas passer par la case prison. On doit être à une vingtaine de personnes qui ont bénéficié de cette mesure-là. Ça évite que la personne perde son travail, ça évite le choc familial, ça évite beaucoup de choses. C'est une très très bonne mesure qu'il faudrait développer pour justement éviter ces petits séjours en prison qui ne sont pas très utiles. Aménager les peines plutôt qu'enfermer, la future réforme devrait aller dans ce sens. Jean-Luc Aubin craint tout de même les effets néfastes de cette nouvelle donne. Actuellement, les centres de semi-liberté, Melun 41 places, on tourne entre 50. Si on dépasse 60 personnes à l'intérieur du centre, le travail ne pourra plus se faire. On en reviendra à la même problématique, c'est-à-dire qu'on mettra des gens en semi-liberté sans pouvoir assurer un suivi correct. Justine cherche un emploi, Claude, lui, espère retrouver peu à peu sa vie d'avant. Ils veulent mettre leurs années prison derrière eux, leurs années galères.
Alors voilà, pour ces paroles de détenus dans le reportage de Cécile Sixou, dans ce centre de semi-liberté, il y a l'enfermement, il y a la détention, il y a la réinsertion. Chacun connaît un parcours particulier. Le vôtre, Christophe Rocancourt, est très particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période justement d'enfermement? Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous dites que vous avez changé. Qu'est-ce que cela vous a appris? Non, mais et quelles traces? Je ne veux pas avoir un discours de changement ou de dire... vous savez, les mots sont toujours très faciles et il est toujours facile de dire on est dans la rédemption. Moi, j'ai eu un parcours, déjà, j'ai fait mon incarcération, je l'ai fait aux États-Unis. Donc, je l'ai fait dans un système qui est beaucoup plus violent que le système français. Et j'étais en haute sécurité, donc j'ai passé 5 années complètes, donc 60 mois à l'intérieur, dont une mesure d'isolement que j'avais eue en haute sécurité pendant 18 mois. Moi, j'ai écrit, mais bon, tout le monde n'est pas dans la même disposition, ni intellectuelle, et tout le monde n'est pas dans la même façon. Mais ce que je vois sur la France, le peu que j'en connais, c'est que malheureusement, il y a une désolation, mais elle n'est pas simplement vue du détenu. Elle est vue aussi des gens qui essayent d'appliquer. On a, par exemple, moi j'étais mis lorsque j'étais condamné par la 13e chambre et que j'ai obtenu une relaxe partielle, on m'a donné donc un juge d'application des peines. J'ai vu ce juge d'application des peines, j'ai écrit un livre, j'étais au Pôle emploi, j'ai fait des démarches. Un jour, j'ai eu un débat contradictoire avec le juge d'application des peines. Je suis primo-délinquant en France. Je n'ai pas de casier, j'avais un casier vierge. J'étais condamné à 16 mois, 8 mois de sursis, 8 mois ferme. Et le juge, qui était, d'ailleurs, je l'avais rendu hommage, qui était un très bon juge, m'a donné une relaxe partielle et pas de maintien en détention. La juge d'application des peines, qui était de Bobigny, qui était sans doute très jeune et peu expérimentée dans son domaine, a fait le débat contradictoire, elle me dit Monsieur Rocancourt, voilà, ça ne me suffit pas. Monsieur le procureur, oui, je demande la révocation totale de votre sursis. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de place en prison. Je ne pense pas que moi, je suis le candidat qui doit absolument, vu mon état de violence, aller en prison. C'est-à-dire qu'on rentre dans le rapport humain. Un magistrat, un détenu, on est toujours dans le rapport humain. Et c'est extrêmement compliqué quand on n'a pas les moyens ni d'un côté ni de l'autre. Et je dis, il y a des magistrats qui font très bien leur travail, qui sont dans cette démarche pédagogique, mais qui n'ont aussi pas les moyens. Donc la facilité, c'est de faire quoi? C'est de dire, voilà, on envoie en détention, on se débarrasse du dossier. Les magistrats auront une autre possibilité de prononcer donc ces peines alternatives à la prison. C'est la peine de probation, ou plutôt contrainte pénale. Donc à la place de l'incarcération pour des délits impunis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 5 ans, c'est une mesure qui fait encore couler beaucoup d'encre. À tort, parce qu'il s'agit, si vous voulez, plutôt que de sortir... il faut dire déjà que les magistrats ne sont pas obligés de prononcer des peines de prison. Ils peuvent prononcer des peines avec sursis. Voilà. Et aujourd'hui, il y a d'autres alternatives comme le sursis-tige ou d'autres choses comme ça. Donc l'idée, c'est de... Le bracelet, c'est une mesure d'exécution. L'idée, c'est de dire que certaines personnes devraient bénéficier d'un suivi renforcé. Ce suivi renforcé avec des obligations et surtout... Mais avec quels moyens? La condition, j'y viens. La condition, c'est d'abord que l'on puisse évaluer de façon suffisamment précise la personnalité d'un délinquant pour trouver la mesure la plus adaptée à son cas, de manière à ce qu'il ne récidive pas. Évidemment, il faut des moyens. Voilà, évidemment. Oui, évidemment, il faut des moyens et il faudra renforcer les SPIP. La ministre a indiqué qu'il y aurait 450 SPIP, ces PIP qui seraient recrutés d'ici 2 ans, des conseillers d'insertion, et il faudra des juges d'application des peines pour adapter ce suivi. Voilà, mais ça, c'est ça. La question des moyens, nous espérons qu'effectivement, vous espérez encore. Il y a encore un flou. Il faudra un flou. Non, mais il y a un flou. C'est-à-dire que le problème, c'est que comme on a ajouté cette contrainte pénale au reste, c'est ça qui pose problème. C'est pas tout les n'est pas 450. bouclé pour le financement. Mais restons sur cette mesure, Fabienne Servan-Schreiber. J'imagine que pour vous, elle est évidemment bienvenue. C'est ce que vous attendiez. Oui, c'est vrai que les projets que nous avons vont dans le sens de ce que souhaite la garde des Sceaux, c'est-à-dire effectivement des centres de placement extérieur, que d'aucuns appellent des centres de probation, dans lesquels voilà, les condamnés commencent tout de suite à une formation, sont suivis par des psychologues à qui on leur redonne un peu de confiance en eux. Tout un système qui fait qu'on les accompagne
vers une sortie possible pour lutter contre la récidive. Sinon, depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe? On met les gens en prison, on met les gens en prison, ils sortent, ils retournent en prison, ils sortent, on retourne en prison. Est-ce qu'il y a des études fiables, pardonnez-moi, qui nous disent que s'ils ne sont pas en prison, et plutôt s'il y a des peines donc hors des murs d'une prison, est-ce qu'ils récidivent moins? Est-ce qu'il y a des études fiables? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Il y a des études contradictoires aussi. Mais elles sont contradictoires aujourd'hui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'accompagnement des aménagements de peine. C'est-à-dire que l'aménagement de peine, c'est la meilleure ou la pire des choses. L'aménagement de peine, c'est la meilleure des choses si la personne qui va se retrouver avec un bracelet, par exemple, ce qui ne l'empêche pas de commettre une infraction, elle a une personne, un conseiller d'insertion et de probation ou des associations spécialisées qui permettent de le suivre, de s'occuper de lui. Alors, tout cela a un prix. Et c'est là, si vous voulez, que je trouve d'une part que la loi réinvente un peu l'eau tiède, parce que la probation, elle existait déjà, le sursis avec mise à l'épreuve, c'est de la probation. Il y avait déjà cette possibilité. Bien sûr, les alternatives à l'incarcération, le travail d'intérêt général, ça existait déjà. Le problème, si vous voulez, et la loi pénitentiaire le disait déjà, la loi pénitentiaire disait cette loi ne sera pas opérationnelle si on n'embauche pas au moins 1000 conseillers d'insertion et de probation. Bon, ici, il va y en avoir... Donc votre crainte, c'est que celle-ci ne le soit pas non plus, parce qu'on n'aura pas les moyens derrière. D'ailleurs, ici, on embauche 300, semble-t-il. C'est mieux que rien. 300 en 2014 et on nous dit 150 en 2015. Mais quand je regarde les emplois globaux qui sont créés pour le ministère de la Justice, il n'y en a jamais eu aussi peu depuis 10 ans que pour le budget 2014. Donc ça me laisse quand même un tout petit peu circonspect. Mais un juge d'application des peines, il a combien de dossiers par... C'est ça la question. Il en gère un certain nombre. On en revient à quoi? C'est que le juge d'application des peines n'a ni le temps... Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait dans sa facilité? C'est quoi? C'est surtout les conseillers d'insertion et de probation. Dans sa facilité, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous pouvez pas, je l'ai vécu en direct. Vous l'avez vécu. Oui, alors ça, moi, je ne peux pas parler de votre cas, parce que je ne le connais pas, mais d'une manière générale, alors il y a peut-être, effectivement, les juges font plus ou moins bien leur travail, ça, je n'en sais rien. Mais effectivement, il y a cette question des moyens, mais ce que nous contestons dans cette loi, finalement, et pourquoi nous y voyons un risque d'échec, c'est parce que, justement, la contrainte pénale se rajoute aux autres mesures qui existent toujours. Et que vous auriez voulu quelque chose de plus catégorique, que ça vienne remplace totalement. Oui, que si ce soit vous imaginez le tollé que ça aurait provoqué déjà. La question, c'est pas. Excusez-moi, la question, c'est pas celle du tollé. La question, c'est de celle de savoir si on veut faire une politique de réinsertion et de lutte contre la récidive efficace. Mais laisser le choix au magistrat, c'est une bonne chose. Mais pas dire le contraire. Oui, bien sûr, mais que la contrainte, si on peut tout à fait prévoir que la contrainte, ça représente à la fois le sursis avec mise à l'épreuve, le sursis-tige, etc., qui aurait été prononcé par le tribunal ou le tribunal aurait prononcé une peine d'emprisonnement. Moi, j'ai présenté National Geographic, l'enfer des prisons, qui est un programme. Oui. J'avais demandé à l'époque à Mme Dati pour justement filmer de l'intérieur les prisons françaises. Vous savez pourquoi on ne veut pas qu'on filme les prisons à l'intérieur de la France? Parce que c'est la honte de la France. L'intérieur. C'est la honte. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je l'ai vécu. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence qui est faite, y compris entre détenus, mais qui est y compris sur le gardien, cette violence verbale. Vous savez pourquoi on ne filme pas? Parce qu'on a honte. Aux États-Unis, vous pouvez filmer. J'ai présenté pendant 1 an le programme. Pourtant, il pourrait avoir honte aussi, même encore plus. Oui, mais bien sûr, les peines sont beaucoup plus sévères. Mais pourquoi on ne laisse pas une caméra? Pourquoi on ne laisse pas une caméra à l'intérieur? Parce que l'administration pénitentiaire est une administration opaque. Et qu'il faut effectivement faire comprendre que qu'avec ce que vous avez proposé, on va desserrer un peu les taux. Je voudrais terminer avec votre regard maintenant sur ce que vous attendez, puisque ce projet de loi va maintenant être examiné au Parlement. Ce sera donc le 8 avril, après les municipales, mais il sera quand même examiné. Qu'est-ce que vous en attendez, chacun d'entre vous? Fabienne Servan-Schreiber. Écoutez, moi j'attends que ça bouge. Alors il n'y a peut-être pas encore 1000 personnes, mais déjà 450, c'est la moitié. Voilà, donc espérons. Moi j'ai confiance dans cette garde des Sceaux. Je pense qu'elle a mené déjà une grosse bagarre sur le mariage pour tous. Bon. Peut-être que cette loi-là était plus urgente à faire, mais voilà, il faut faire confiance. Donc confiance, mais vigilance. Il faut que ça bouge et il faut rappeler que la France a été condamnée 33 fois depuis 15 ans. Alors on sera encore. Oui, dans les classements européens, tout à fait. Françoise Marc. Nous attendons qu'il y ait un vrai débat pour une vraie réforme pénale qui soit plus ambitieuse que celle-là, de manière à ce que l'on puisse lutter de manière efficace et réaliste et pragmatique contre la récidive. Jean-René Le Serre. Moi, j'ai très peur qu'on reste dans la langue de bois avec cette réforme, qu'une fois de plus, ce soit une occasion manquée
pour que les formations républicaines essayent de travailler ensemble avec des valeurs qui sont sur ce point, qui devraient être des valeurs très largement identiques, et qu'elles refusent l'effort pédagogique vis-à-vis de leurs concitoyens. Parce qu'on prend vraiment les citoyens pour des imbéciles, ce qu'ils ne sont pas. Quand on leur explique, ils sont prêts à évoluer. Et à comprendre. Le mot de la fin, Christophe Okonkwo, rapidement. Moi, je pense que Mme Taubira a beaucoup de bonnes intentions, mais malheureusement, je pense qu'elle aura un long parcours et beaucoup de souffrance. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir été nos invités. On arrive à la fin de ce journal et on va se quitter. Et bien sûr, ces images de l'exposition, regardez, Rêver la Renaissance. Ça se passe au musée du Luxembourg. Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, de nombreux peintres ont essayé de comprendre ce que rêver signifiait à leur époque. Une exposition à découvrir à partir d'aujourd'hui. Belle soirée et je vous dis donc doux rêve. À demain avec plaisir.